C'est pas le lancement de la nouvelle fusée de SpaceX, mais on n'en est pas loin. Donc, bonjour à tous. Bienvenue à donc cette conférence à distance, le bel avenir du FEC. À l'origine, on avait prévu en fait de parler plus tôt, donc de faire un peu un petit exercice de prospective sur l'avenir du FEC, des fake news et aborder cette problématique plutôt d'un point de vue technologique. C'était lorsqu'on avait préparé la conférence pour le Festival de géopolitique qui devait avoir lieu fin mars. Et la crise du coronavirus est arrivée et donc on s'est retrouvé dans une situation un peu inédite qui était que finalement le monde entier, ou du moins une bonne partie de la planète était confinée. Tout le monde avait le même sujet de conversation sur les lèvres et sur les claviers. Et en plus, la désinformation et les fake news finalement concernaient et le même sujet et toute la planète. Donc, lors de cette conférence à distance, on va plutôt se livrer d'abord à un bilan en termes et de fake med et de fake news de la crise du coronavirus. Et ensuite, on essaiera de voir qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau ou pas lors de cette crise. Et enfin, ce petit exercice de réflexion sur quel avenir, est-ce que c'est un bel avenir ou est-ce que ça va plutôt régresser, et quelles sont les choses un peu nouvelles qui vont émerger à l'horizon. Par exemple, à l'occasion de la campagne américaine, on abordera ça plutôt en fin de conférence et avec les questions. Donc, je présente mes deux invités. Je suis Thibaut Renard, Senior Advisor au CyberCercle, et donc j'anime la deuxième conférence en partenariat avec CCI France dans le cadre de festival. La première était sur la captologie avec la tronche en biais et on avait déjà un peu abordé la question des fake news. Donc on rebondira aussi un peu, je pense, à l'occasion de cette conférence sur les fake news et notamment cette capacité qu'elles ont à retenir l'attention. Donc peut-être que par moment, on rebondira sur ce qui a été dit sur les fake news lors de la première conférence. Et donc, pour traiter de ce débat, j'ai deux éminents spécialistes. D'abord, Florian Gouttière, journaliste et médiateur scientifique. Il a été chroniqueur pendant plusieurs années au magazine de la santé sur France 5. Il est l'auteur de l'ouvrage Santé, science, doit-on tout gober? Donc c'était véritablement l'homme de la situation pour la crise du coronavirus. Et actuellement, dans ce cadre de cette crise, justement, il est journaliste à Libération, qui a un service de lutte contre les fake news très développé. Et mon deuxième invité, c'est Sylvain Cavalier, vulgarisateur et vidéaste, alias le débunker des étoiles sur YouTube. Et je peux le dire, on a vécu pendant presque 2 mois un âge d'or de la production des YouTubeurs, puisqu'ils étaient confinés chez eux et donc ils travaillaient activement. Et donc Sylvain, comme les autres, étant moi-même un gros consommateur de vidéos YouTube, j'étais ravi. Je regarde un très bon souvenir de ce confinement, car tous mes YouTubeurs et YouTubeuses préférés ont particulièrement produit sur le sujet, et tout particulièrement sur la crise du coronavirus. Donc, ce que je vous propose à tous les deux, peut-être que Florian, c'est toi qui vas commencer, un premier bilan de ton point de vue, on va dire journalistique, sur cette crise du coronavirus, ce qu'elle a apporté comme voilà, ton bilan en termes de fake, de désinformation et de fake news. Et après, je passerai la parole à Sylvain. Alors j'ai envie de dire bonjour déjà, et ensuite que pendant cette crise, rien que de très classique au niveau des fakes qui ont été diffusés autour de la Covid-19, on s'est retrouvé avec énormément de conseils, comment dirais-je, intuitivement justes, mais factuellement faux, des choses très séduisantes qui ont, comment traiter le virus avec de l'eau chaude, comment traiter le virus comment éviter d'avoir le virus en faisant telle ou telle pratique, en utilisant telle ou telle huile essentielle. C'est ce qu'on voit avec toutes les maladies. On pourrait remplacer presque le mot Covid-19 par cancer et on aurait les mêmes résultats. Ce qui est original ici, c'est que beaucoup plus de personnes se sont trouvées confrontées à ces, à ces sujets parce que tout le monde s'y intéressait. C'était, comme tu l'as dit, le sujet d'intérêt de la planète entière. Donc, en termes d'audience, voilà, ça a multiplié l'audience de ces faits qu'on a vu. J'ai vu beaucoup de proches qui d'habitude ne relayaient pas du tout les questions de thérapie miraculeuse ou de les bons conseils à faire pour éviter telle ou telle maladie, se sentir concernés et se mettre à relayer ça. Et je dirais, voilà, pour l'essentiel, en termes de fake, c'est ce qu'on a vu passer. Après, tout à l'heure, on aura l'occasion de discuter
des mécanismes, des supports, des médias qui ont servi à véhiculer ça, mais où il y a peut-être des choses un peu plus originales. Donc ça, c'est en termes de désinformation. En termes de mésinformation, alors c'est une nuance que j'apporte très souvent depuis presque une dizaine d'années, c'est que bah, la désinformation, c'est quand on met en circulation faux, qui est forgé pour être faux, cette mise en circulation est intentionnelle. La mésinformation, c'est quand c'est plutôt l'incompétence des relais, le manque de vigilance de tout le monde qui fait que se forge petit à petit une information déformée, une information. Qu'est-ce qui se passe? Tu es en train de perdre Non, non, pied. tout va bien, Ok, t'inquiète pas. je vois qu'il y a un tremblement de terre peut-être. On va peut-être non, c'est une fake news, Voilà, c'est juste exactement. l'écran qui tremble. Donc voilà, qu'est-ce que je disais? Que ça y est, j'ai perdu le fil avec ce tremblement de terre. Non, non, donc tu avais constaté un peu quand même des choses nouvelles, Parler de et d'autres très mésinformation. classiques. Oui, de Voilà. mésinformation, La pardon. distinction entre mésinformation et désinformation qui est très C'est très importante. facile pour moi de Voilà. me distraire, hein, une mouche qui passe et c'est foutu. Donc oui, de mésinformation et donc là, on a vu beaucoup de gens s'approprier la thématique médicale parce que c'était devenu la thématique centrale, la thématique dont tout le monde parlait. On n'a jamais parlé autant de santé et de médecine dans les médias. Et donc, comme ça demande quand même une certaine formation pour analyser les études, une certaine culture médicale ou une certaine culture scientifique, bah, tout le monde a diffusé et a colporté des informations comme ils l'interprétaient eux-mêmes, souvent en toute bonne foi. Et donc, on s'est retrouvé avec mis au devant de la scène pendant des jours et des jours, des informations qui n'en valaient pas la peine ou des interprétations erronées d'informations. Et donc ça encore, c'est un mécanisme qui est très commun. C'est même ce qu'on rencontre le plus souvent, hein. La plupart des gens qui gueulent contre les médias, ils disent ouais fake news, fake news. En fait, ils gueulent pas contre des fake news, mais comme une information qui est mal traitée par des gens qui sont mal formés. Et là, on s'est trouvé en plein dedans. Donc, ça a augmenté encore plus la défiance envers les médias, qui fait que bah, on va se tourner vers des sources d'informations qui se prétendent être des bonnes alternatives, et donc on soumet à des fake news. Mais fondamentalement, j'ai pas vu enfin, il n'y a pas eu des choses très différentes. C'est juste, enfin, de mon quotidien. J'analyse les fake news médicales et la mésinformation scientifique et médicale depuis 2012. Et là, c'est juste que mon sujet de prédilection, mon dada et mon job est devenu le cœur de l'intérêt d'une grosse partie de la planète. Donc, c'est assez étonnant. Voilà. Bah, ça a même, je passe tout de suite la parole à Sylvain, ça a même presque été un peu un retour en arrière, parce que pour l'anecdote, par exemple, il y a eu un peu le phénomène des boucles qui s'est mis en place. Et par exemple, quand j'avais, comme toi, un proche qui me relayait via WhatsApp une fausse information, je lui répondais non, ça c'est faux. Et il me répondait oui, mais je ne vais pas aller me contredire auprès de mes proches à qui j'ai envoyé l'information parce que sinon je vais passer pour un imbécile. Et c'est exactement le même phénomène qu'on avait il y a quelques années quand les rumeurs passaient par les mails et qu'il y avait les premiers acteurs type Hoaxbuster, etc., qui essayaient de casser ces chaînes de mails. Et souvent, les gens disaient bah non, moi, j'ai envoyé le mail, mais je ne vais pas renvoyer un mail à mes interlocuteurs pour dire que c'est faux. Et c'est peut-être aussi ça, d'une certaine manière, ça a été un peu retour vers le futur, c'est qu'on a vu réapparaître ces notions de boucle directe, avec envoi direct de messages, alors qu'avant, les gens avaient plutôt tendance à partager via Twitter, via Facebook, mettre en avant sur leur profil, alors que là, on envoie directement l'information directement à ses proches. C'est vrai que concernant les chaînes, concernant les chaînes sur WhatsApp, par exemple, c'est un phénomène qu'on avait déjà pu observer sur la campagne électorale de Bolsonaro, il me semble. Au Brésil, c'était très, très, très populaire les fake news sur WhatsApp. Et chez nous, c'était pas encore arrivé et là, ça commence à se développer, vraiment, énormément, en fait, donc effectivement, c'est un nouveau phénomène, par chez nous. Après, pour ce qui est des chaînes de mails, j'ai l'impression que ça continue dans une certaine mesure pour les personnes de plus de 60 ans, on va dire, ou plus de 50 ans même, qui continuent à s'envoyer, beaucoup, beaucoup de fakes. Là, j'ai vu énormément de fakes de mes parents, quoi, par exemple, qui s'envoyaient avec leurs amis, des chaînes de mails comme ça,
qui étaient sur des fakes totales. Par exemple, sur le prix Nobel japonais qui aurait dit prix Nobel de médecine, il me semble, hein, qui aurait dit que c'était une fabrication chinoise, en fait, qu'il avait déjà travaillé à Wuhan et qu'en fait, il avait été témoin de tout, alors qu'en fait, c'était complètement un fake. Après, le prix Nobel en question avait dit sur Internet qu'il regrettait avoir été instrumentalisé comme ça. Et ça, c'était beaucoup passé, par exemple, bah, moi, je l'ai vu passer sur les boîtes mail de mes parents, qui s'étaient envoyées, en fait, par leurs amis et ils se l'envoient beaucoup comme ça. Et puis, il y a eu aussi le phénomène ils se sont beaucoup mis à Facebook aussi, ces gens-là. Et c'est marrant parce qu'on parlait il y a, je sais pas, il y a 1 ou 2 ans, on parlait du problème des adolescents qui étaient exposés à de la fausse information sur internet et qui étaient pas capables de la traiter correctement. Et le souci, c'est que là, on observe maintenant la même chose avec des personnes, bah, beaucoup plus âgées, mais qui ont pas l'habitude, d'internet, encore moins en fait que les adolescents et qui se font avoir par des fake news encore plus grosses que les adolescents au final. Donc là, maintenant, depuis le confinement, je trouve qu'il y a un espèce d'effacement à ce niveau-là, je vois plus vraiment d'échelle dans l'échelle de la crédulité, je vois plus vraiment de différence entre les ados et les adultes. Maintenant, la vérification d'infos, c'est vraiment quelque chose de pas instinctif, Mais, quelle que mais soit la je, personne. je pense que cette différence, elle a jamais existé. Là, on voit parce qu'il y a, enfin, il y a l'attention de tout le monde qui est portée sur un sujet que tout le monde fait circuler des fakes et des choses pas vérifiées sur ce même sujet. Il n'y a pas vraiment de différence dans l'âge. Mais par le passé, enfin, les personnes au magazine de la santé où j'ai travaillé pendant longtemps, nous posaient des questions au sujet de fakes qu'ils avaient reçus par mail, qu'ils avaient vus sur Facebook, et cetera. Enfin, le magazine de la santé, ça touchait plutôt la catégorie, de public, qu'on appelle la ménagère de moins de 50 ans et plus, toutes les personnes qui sont devant leur télé, chez eux, entre 14 h et 15 h, quoi. Ça, c'est pas forcément les jeunes et on avait constaté effectivement que sur, enfin, le les questions, les fakes autour de la santé sont énormément partagés par cette catégorie de population. Je pense juste que là, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de différence en fait et que Exactement. tout le monde est Il y a pas de recul, il y a pas de recul sur les informations. En fait, les gens, absorbent les informations comme ça, pour beaucoup, bien sûr, ceux qui ont pas l'habitude, c'est-à-dire la plupart des gens, ils vont absorber l'information, la retransmettre, et ils ont pas ce réflexe de filtre, ils ont pas ce réflexe de vérification de la source, de vérification de l'info et c'est quelque chose, vraiment, ouais, il y a pas de recul sur ce qu'on voit passer, en fait. Parce alors, que, vas-y. Non, mais excuse-moi, non, je t'en prie. souvent, c'est vrai qu'on part du postulat que la fake news ou que la désinformation fonctionne parce que les gens sont crédules, alors Non. qu'elle fonctionne avant tout parce qu'elle est crédible aux yeux des personnes qui la reçoivent. Et donc, elles ne font pas forcément cet effort. À partir du moment où elles postulent que cette information-là, elle est crédible, ils vont moins faire l'effort de vérifier si elle est vraie ou pas que s'ils postuleraient qu'elle est fausse. Alors, ça va plus loin, je pense. C'est que, là, tu dis, elle postule qu'elle est vraie, mais en fait, c'est juste qu'il ne postule pas qu'elle puisse être fausse. L'état d'esprit du fact-checker, c'est vraiment de se dire: «Une information qui m'arrive peut ne pas être vraie». Or, pour la plupart des gens, une information qui arrive est est vraie. Enfin, pour se mettre en tête qu'elle pourrait être fausse, c'est une gymnastique mentale, une heuristique de jugement, en tout cas quelque chose qui demande beaucoup d'entraînement. Et s'ajoute à ça que les raisons pour lesquelles on partage une information, elles sont rarement malveillantes. C'est souvent, tu partages une information parce qu'elle te touche et tu te dis qu'elle est utile aux autres. Quand tu as une information sur une petite fille qui a besoin qu'on lui fasse je sais pas, un transfert de sang ou autre, bah, tu le relayes parce que tu dis c'est utile de faire ça et tu imagines pas que ça peut avoir des conséquences négatives. Et en plus, ça ne te vient absolument pas à l'esprit une seule picoseconde que des gens pourraient faire circuler une fausse information sur quelque chose qui est censé être bénéfique pour quelqu'un. Enfin, ça demande vraiment à être habitué et à avoir déjà été préalablement exposé au caractère très retors des producteurs de faux, à être conscient de l'étendue des distorsions de l'information qui peuvent avoir lieu. Quand tu as une information qui est diffusée par un média
que tu identifies comme étant fiables. Quand tu as, je sais pas, l'INSERM, l'INSERM qui a son service de presse diffuse une information, tu vas, un journaliste ne va pas se dire l'INSERM diffuse une fake news. Et ce n'est pas le cas. Mais l'INSERM peut employer un mot qui peut être compris de 3 ou 4 façons différentes selon le public. Le journaliste va l'interpréter à sa sauce, va le colporter. Personne n'imagine qu'il peut y avoir une distorsion. Alors, encore une fois, c'est la cause principale de production du faux. Et donc, qui que tu sois, que tu reçoives une information sur WhatsApp, que tu reçoives une information même dans la presse mainstream, pour toi, c'est pareil. Qu'est-ce qui va te permettre, à quel moment dans ta formation intellectuelle, tu te dis, les informations qui circulent ont de grandes chances d'être déformées, et plus je suis enthousiaste, plus elles me surprennent, plus elles me donnent envie de réagir et de les partager, plus je dois me méfier. Ça n'arrive pas à aucun moment de la formation intellectuelle, alors que ça commence à être fait auprès des enfants, mais il ne faut pas s'étonner qu'il y ait autant de facilité à diffuser du faux si on nous apprend pas, si on nous met pas en tête l'hypothèse que quelque chose peut être faux. Oui, tu as tout à fait raison. Et puis en plus, on est sur parfois des mécanismes psychologiques. Alors je pense qu'on y reviendra plutôt à la fin, mais typiquement le mécanisme de voir une corrélation et de absolument chercher une causalité, bah, on a eu plusieurs cas là pendant cette crise, notamment, bah, voilà, a priori c'est parti à Wuhan et personne n'a envie qu'on dise bah c'est pas de bol, ça aurait pu démarrer partout ailleurs. Donc il va y avoir ceux qui veulent absolument croire que c'est les Américains qui ont amené ça à l'occasion des jeux militaires à Wuhan. Il y a ceux qui veulent absolument prouver que ça part d'un laboratoire. Et typiquement, ces mécanismes de corrélation à qui on postule qu'il y a une causalité, il faut absolument la trouver. Ça les alimente. Alors, j'ai eu 2 questions sur le chat, donc je vais les séparer pour vous deux. Il y en a une, je pense, qui sera plutôt pour Sylvain, qui était est-ce qu'on a pu véritablement identifier les principaux producteurs de fake news? Et là, bah, je pense que Sylvain, tu pourras répondre, mais assez étonnamment, c'est pas tant sans vouloir spoiler ce que tu vas dire, mais c'est pas tant finalement les pays qui sont à la manœuvre, même si on est dans le festival géopolitique. Parmi les principaux producteurs de fake news, il n'y a pas eu beaucoup de nouveaux. Enfin, tu nous en diras un petit peu plus. Et j'ai une autre question assez intéressante. Alors, c'est plutôt pour toi, Florian. Est-ce que la communauté scientifique n'a pas été un peu prise de court parce qu'il n'y a pas dans sa culture cette culture de la communication, de la diffusion de l'information à grande échelle? Et est-ce qu'il n'y a pas eu un décalage entre on va dire le temps scientifique, la communication lente scientifique et quelque chose qui se propageait dans l'heure, dans la seconde, dans la journée? Voilà, toi, de ton point de vue de médiateur et journaliste scientifique, quel regard as-tu sur cette capacité de la communauté scientifique ou pas à faire face à ça? Alors, on commence peut-être avec toi, Sylvain, sur les principaux producteurs. Oui, alors sur les principaux producteurs de fake news, en réalité, c'était les gens, «normaux» entre guillemets, hein. C'est-à-dire, en fait, il y a une horizontalité de l'information maintenant, bien entendu, et l'horizontalité de l'information fait que les acteurs sont tellement épars. C'est-à-dire que, bon, bah, on a tout simplement des milliards d'acteurs, possibles de l'information, aujourd'hui avec internet. Que en fait, les pays, bon, il y a aussi des enjeux politiques, géopolitiques à produire de la fausse information, hein. On l'a vu avec, par exemple, la Russie, ses usines de trolls, ses agents du GRU qui ont été arrêtés, il y a pas longtemps, enfin arrêtés ou en tout cas identifiés, après des tentatives voilà, de dire des choses négatives sur les gouvernements en place, les gouvernements libéraux, notamment occidentaux. Bon, il y a aussi les Iraniens qui font beaucoup ça contre les Israéliens, voilà, contre Israël, à dire des tas de fausses informations. Mais ça, voilà, c'est des enjeux qui sont géopolitiques. C'est avant tout parce que c'est des pays qui se détestent et il y a un enjeu géopolitique à essayer de déstabiliser par l'information, par la fausse information, en l'occurrence, bah, le pays en question, le pays cible. Mais là, en l'occurrence, donc on a une information qui est devenue horizontale, donc on a des milliards d'acteurs et donc chaque personne potentiellement peut, bah, voir passer une fausse information, d'un site, par exemple d'un site de fausse info et puis après, naïvement, bah, aller sur Facebook, créer sa vidéo en qualité, audio vidéo de base là avec son téléphone. N'importe qui peut le faire maintenant avec les smartphones ou autres
Et puis, allez, ils disent tout ce qui leur passe par la tête, c'est vu des fois 2 millions de fois. On l'a vu avec la vidéo, une des vidéos les plus, des vidéos fake les plus, partagées pendant l'épidémie de Covid en France, ça a été, une personne, totalement lambda dans sa cuisine, qui disait que il y avait déjà un virus un brevet préexistant depuis 2004 sur le virus, sur le coronavirus. Ça avait fait des millions et des millions de vues sur Facebook, et c'était juste un mec dans sa cuisine qui parlait à son téléphone, quoi. C'est ça la réalité d'aujourd'hui et des fakes, c'est qu'elles peuvent venir d'absolument partout, et à moins d'avoir un voilà, on peut pas instaurer une répression, là-dessus, en fait, parce que on peut instaurer une répression sur RT et Sputnik parce qu'on est capable de les identifier et de savoir à peu près d'où ça vient, à peu près que voilà, pendant les périodes électorales et cetera, et c'est le principe de la loi contre les fake news d'ailleurs, mais ça sert à rien. Honnêtement, ça sert à rien. La Les principaux acteurs de la désinformation, bah, c'est tout le monde, en fait. Donc c'est le problème, on pourra pas l'arrêter à moins d'avoir un État complètement policier, complètement, heu, plus démocratique, quoi. Enfin voilà, donc il faut que chacun apprenne à faire la gymnastique de retrouver les sources de l'information. Alors, je vais rebondir sur ce que tu dis parce que tu vois, tu prends l'exemple du type dans sa salle dans sa cuisine qui montrait le fameux brevet qu'il avait retrouvé du coronavirus. On peut vraiment se poser la question de son côté de l'intentionnalité de diffuser un faux. C'est toujours pourquoi je parle de désinformation et de mésinformation et de faits forgés intentionnellement. Il a fait une recherche, alors après, d'où c'est la question qui l'a influencé dans sa recherche? Est-ce que c'est lui qui a fait des recherches par lui-même ou on lui a dit intentionnellement, on l'a mis sur une mauvaise piste? Il est bien tombé sur un brevet autour d'un coronavirus. C'est juste qu'il n'avait pas la culture pour savoir qu'il n'y a pas qu'un coronavirus. Enfin, des coronavirus qui touchent l'humain, on en connaît 7. Historiquement, il y en a même un Mmh. 8e. Que des coronavirus qui touchent les animaux, enfin, qui ne touchent pas les humains, il y en a des centaines et des centaines. Donc, heu, sa bonne foi, fait qu'on peut pas surtout si il est vraiment l'émetteur initial de cette hypothèse, de cette thèse, on peut pas la qualifier selon moi de fake news. C'est, c'est ce qui est encore plus pernicieux, parce que, comme tu le dis, fermer le robinet des producteurs de faux, des industriels du faux, c'est théoriquement, c'est extrêmement difficile, mais ça pourrait être envisageable. Mais lorsque chacun, heu, transforme son interprétation du monde comme une vérité, ça devient plus compliqué. Dans les acteurs, du faux, et du faux intentionnellement forgé, on peut quand même se demander si la Chine n'a pas joué sa partie là-dessus. Alors on voit en France avec heu, comment ça s'appelle? C'est l'ambassade de Chine qui a un compte Twitter qui diffuse des choses absolument hallucinantes et Oui, c'est des ça. C'est Oh oui, je les partage tout le temps sur Twitter parce que ça me fait, halluciner. Ouais, 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 ils donnent des conseils. Alors typiquement, voilà, l'ambassade de Chine, en France, joue son soft power, joue, la promotion des, de la médecine dite, traditionnelle chinoise, qui est, pas forcément traditionnelle d'ailleurs. Et hem et donc, ils l'ont promue comme une façon de traiter, la Covid-19. Et en fait, ça obéit à une logique beaucoup plus ancienne d'utiliser des thérapies qu'on présente comme étant ancestrales et qu'on présente comme étant typiquement enfin, une solution chinoise à des problèmes, universels. Ils le font depuis Mao lorsque, on a fait, ressortir par exemple, il y a un exemple qui est connu dont je parle dans mon bouquin, c'est l'exemple de l'acupuncture, qui est utilisée pour, faire des opérations à cœur ouvert. Ça, c'est un hoax qui a été monté à Shanghai, pour, faire de la promotion de l'acupuncture auprès des occidentaux, à la fin des années 60, au début des années 70, il faudrait que je revérifie les dates, mais c'est facile à vérifier. Toujours est-il que, voilà, utiliser la médecine chinoise et ses miracles en jouant sur le fait que c'est exotique, que c'est ancestral, comme si c'était des arguments qui prouvent que quelque chose est efficace. Sinon, nous, on devrait leur vendre la saignée traditionnelle. C'est exotique pour eux et puis c'est ancestral pour nous. Bref, c'est utilisé comme un élément de propagande et plus, c'est populaire, plus eux, bah, ils ont une légitimité culturelle. Et donc, on voit qu'ils jouent là-dessus. Et puis on voit que sur l'histoire, le nombre de personnes qui ont été réellement affectées par le coronavirus,
en Chine, sur la temporalité, etc. Il y a effectivement beaucoup de questions qui se posent sur les informations qui viennent de Chine. Alors, lesquelles sont des demi-vérités, lesquelles sont des vérités, lesquelles sont des faux? Ça, on le jugera a posteriori. Et le problème, d'ailleurs, c'est ceux qui essayent de le juger a priori. Bah, c'est d'ailleurs, c'est la problématique, c'est que c'est pour ça aussi que le fake a un bel avenir. C'est que, de toute évidence, tout pays a intérêt, entre guillemets, à présenter sa propre vérité, mais surtout laisser courir des théories du complot sur ses petits camarades. Là, ces dernières semaines, par exemple, il y a quelques semaines, par exemple, Donald Trump avait dit qu'il avait des éléments fournis par les services de renseignement américains comme quoi un virus s'était échappé. On attend Donc, toujours. voilà, on l'attend toujours. Et surtout, le fameux rapport, a priori, on aurait mis la main dessus. Je mets plein de conditionnels. Mais en fait, on aurait mis la main dessus. Finalement, ce n'est pas un rapport des services de renseignement américains, mais c'est un rapport des sous-traitants des services de renseignement américains. C'est plutôt un rapport de commande. Donc, en gros, on leur a demandé prouvez-nous que la fuite vient du laboratoire de Wuhan. Donc, il y a eu de très beaux biais de confirmation où on voit par exemple qu'ils ont pris des images satellites autour du laboratoire et ils voient qu'à un moment, il n'y a plus personne autour du laboratoire, il n'y a plus de va-et-vient ni rien. Donc, ils en déduisent que c'est dû à la fuite et qu'ils ont évacué le laboratoire à cause de la fuite. Or, c'est en même temps que les vacances en Chine. Donc, en gros, les gens sont simplement partis parce qu'ils étaient en vacances et absolument pas parce qu'ils étaient en train de fuir une fuite. Mais ce qui est intéressant, c'est que visiblement, ce rapport de commande d'un sous-traitant des renseignements américains a fuité assez opportunément dans 2-3 médias. Et voilà, et on soupçonne finalement que c'est l'administration Trump qui a fait volontairement fuiter ce rapport faussement issu des renseignements américains pour alimenter un peu la théorie comme quoi il y a eu une fuite dans le laboratoire de Wuhan et que la Chine a essayé de camoufler ça pendant 1 ou 2 mois. Donc on voit bien que chaque pays finalement a intérêt à ce que des théories des complots se développent vers ses adversaires politiques. Le but étant, le but étant quand même au final de demander des sous à la Chine. Il y a quand même un objectif très terre à terre derrière tout ça aussi. C'est Mais que en derrière Seulement, aussi, pas il y a seulement. une histoire de responsabilité. Est-ce qu'on va pouvoir faire payer la Chine? Et ça, c'est un des gros soucis de Donald Trump, je pense. Et ça aide en fait cette histoire de fuite du labo de Wuhan, ça aide pas mal, ça aiderait pas mal à demander ce genre de choses au niveau diplomatique. Bon. Après, arriver à justifier des sommes pareilles sur un faisceau de présomption si faible, ça risque difficile. Non, Ça ça reste marchera pas, difficile. c'est sûr. Mais donc, je pense que le problème est vraiment ailleurs. Le problème, c'est de détourner l'attention sur de la gestion de la crise, vu qu'ils ont beaucoup de mal à la gérer correctement aux États-Unis. Alors, en France, on est juste moins pire. Je dis pas qu'on a bien fait les choses, hein. Je dis que leur gestion est particulièrement désastreuse. Et donc, ça peut être aussi juste une stratégie de détournement d'attention, quoi. Il ne faut pas forcément chercher beaucoup plus loin. Je sais pas. Non, c'est des batailles de soft power. Mmh. Je vous Je vais propose de répondre passer à un la peu. question qui avait été posée Oui. tout à l'heure sur le temps des médias et le temps de la science, parce que c'est un sujet, enfin, la réponse est oui, malheureusement, il y a une différence, mais c'est une différence qu'on rencontre toujours. De toute façon, quand une étude est produite, il faut des mois, il faut des années avant qu'elle soit vérifiée, validée, commentée, etc. Donc, de toute façon, le journalisme scientifique, et je dois travailler avec cette temporalité, et j'ai coutume de dire à mes étudiants que justement, enfin, la grande chance du journaliste scientifique, c'est d'utiliser la phrase si ces résultats venaient à être confirmés, voilà, qui est vrai toujours, et surtout qui est presque la vérité intrinsèque de la science, c'est que, enfin, de la démarche scientifique, qui est collective, qui est cumulative et qui est corrective, c'est que quand on obtient des données, les autres peuvent les réviser, les commenter, les affiner en essayant de répliquer les résultats, qu'une étude isolée ne prouve rien et que on va jouer sur de la plausibilité tant qu'on n'a pas assez de données qui sont colligées, qui sont collectées et qui sont rassemblées pour pouvoir répondre à une question. Donc, en temps de crise, j'ai écrit en mi-mars un article qui s'appelait le journalisme scientifique, le droit d'avoir tort, je crois que c'est à peu près ça le titre, parce que justement, on a de grandes chances le risque d'avoir tort, par le droit d'avoir tort, le droit, on s'en fout, le risque d'avoir tort. Face à une information qui est toute nouvelle et qu'on nous demande de commenter, enfin, que le
le bruit médiatique oblige à commenter. C'est-à-dire, si demain, il y a un chercheur qui sort une étude en disant « j'ai trouvé une solution », on va être obligé de la commenter, cette étude, et de montrer toutes ses faiblesses, de montrer qu'une étude isolée ne peut pas prouver à elle seule ce que la personne infère, surtout si elle avance de façon dogme que voilà, c'est la solution grâce à ce traitement, c'est la fin de partie pour la Covid-19. Et nous, on est obligé justement de dire ben non, en l'état des connaissances, et jusqu'à preuve du contraire, ça ne suffit pas. Et il y a beaucoup de raisons d'être prudent, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui est mal toléré et qui est mal compris par le public. Et surtout, nous, qui nous place dans une situation très particulière, c'est que comme on n'a pas de boule de cristal, peut-être que dans 6 mois, ce que nous avons présenté comme étant quelque chose d'insuffisant et de non concluant va se révéler par l'accumulation des preuves comme ayant été une bonne intuition. Et ce n'est pas à nous de faire des paris. Le rôle du journaliste, c'est justement de dire où on en est dans cette accumulation de preuves, dans le faisceau de présomption face à une hypothèse. Les chercheurs qui jouent ce jeu, qui jouent le même jeu que nous, bah, sont pareils à être prudents. Et à côté de ça, bah, s'il y a des chercheurs ou des personnes qui se présentent comme des chercheurs qui ne veulent pas jouer cette temporalité, ben, c'est eux qui vont gagner. Parce que nous, évidemment, on ne va pas les interviewer, ces chercheurs-là, ou alors on va les interviewer pour remettre en contexte leurs allégations. Mais à côté de ça, toutes les personnes qui ne sont pas formées aux spécificités, à cette spécificité du journalisme scientifique, vont leur donner tribune. Et donc, bah oui, il y a plein de journalistes scientifiques qui ont fait un travail fabuleux pendant cette crise, mais personne ne les a entendus parce que les chercheurs qui affirmaient, plutôt que de dire où ils en étaient dans l'évolution ou dans leur hypothèse, dans les éléments qui valident leur hypothèse, ben, ils ne pouvaient pas être entendus. Voilà. Alors, je vous propose de passer à la deuxième partie de la conférence, qui était après une partie bilan. Est-ce que vous, chacun de votre côté, alors toi, Florian, tu y as un peu déjà répondu, est-ce que vous avez constaté des choses nouvelles lors de cette crise? Alors, pas forcément du côté du fake, mais aussi du côté de la réponse, des réponses qui ont été faites contre les fake news, etc. Donc, par exemple, de ce qu'ont fait les grands opérateurs, les grandes plateformes, qui jusqu'à présent étaient plutôt dans un rôle un peu passif, à se contenter en gros de dire on est éditeur, mais on ne va pas se mêler des contenus. A priori, visiblement, il y a eu une prise de conscience des grandes plateformes pour cette fois-ci être plus interventionnistes à l'occasion de cette crise. Donc, j'aimerais bien avoir un peu votre avis sur la question. Et inversement, je ne sais pas, par exemple, toi, Sylvain, sur des questions un peu plus techno, genre les deepfakes, etc., on attendait quelque chose d'assez technologique, d'assez novateur, et finalement, ce n'est pas forcément ce qui est arrivé. Donc, qu'est-ce qu'on attendait et qui n'est pas arrivé, et qu'est-ce qu'on attendait peut-être pas des plateformes et qui est quand même arrivé malgré tout? Sylvain, tu veux répondre en premier? Oui, alors, bon, bah, pour ce qui est des plateformes, oui, on a eu une grosse, un gros effort qui a été mis en place, mais en fait, c'est un effort qui a aussi pénalisé les gens qui faisaient du fact-checking. Par exemple, Hoaxbuster ou moi-même, on a des publications qui sont régulièrement supprimées sur Facebook, par exemple, notamment. Sur Twitter, ça va encore, mais sur Facebook, voilà, leur zèle fait que les fact-checkers qui publient des fausses informations pour les dénoncer, pour les débunker, et ben, se font supprimer aussi leur publication. Donc, c'est-à-dire que tout ça, c'est géré par des robots, qui fait qu'en fait, on est juste en train de défoncer la liberté d'expression, de mon point de vue, d'une façon qui n'est pas forcément souhaitable. Donc, c'est bien qu'ils cherchent à faire voilà, à faire des efforts là-dessus. Après, c'est tellement c'est tellement un travail de fourmi qu'en fait, c'est géré par des robots qui font n'importe quoi. Donc je ne sais pas si c'est vraiment souhaitable, mais oui, ils font des efforts. Ça, J'ai eu le c'est même sûr. problème que toi. J'ai eu le même problème que toi. Moi, j'ai un debunking que j'avais mis en ligne sur Facebook et qui a été striké. On m'a dit bah, attention, vous colportez des fausses informations, Voilà. donc bah, dans ce cas-là, on est obligé de réinventer la façon dont on fait du fact-checking sur Facebook, c'est-à-dire on pointe vers des articles de fact-checking qu'on a nous-mêmes rédigés ailleurs, mais la dynamique et la capacité de réactivité autour enfin, qui est spécifique à ce média qui est Facebook, bah, est perdue dans l'intervalle. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit un très bon choix de faire ce qu'ils ont Et, fait.
Après, pour répondre sur l'aspect des deepfakes, des avancées technologiques de la désinformation, bah, c'est là que c'est très marrant, c'est qu'on attendait effectivement, enfin on attend toujours, hein, pourquoi pas, on connaît des logiciels qui permettent des trésors technologiques en termes de fake news, par exemple, bah, les deepfakes avec, Deep Warp, par exemple, qui permet de diriger les regards, différemment sur les personnes. On a aussi, Face to Face qui permet de reconstituer des visages, sur d'autres, visages d'autres personnes. On a, des deepfakes audio qui permettent de recréer la voix des gens. Enfin, vraiment, on a un arsenal terrifiant maintenant de choses très technologiques qui pourraient permettre de faire des fausses vidéos de Macron, des fausses vidéos d'Obama, des fausses vidéos de, je sais pas, de Joe Biden, de Trump. Et on s'aperçoit qu'en fait, en réalité, c'est quelque chose de très peu utilisé. On a vu des fakes politiques, on a vu un deepfake très politique apparaître en Inde sur un obscur homme politique de New Delhi. Enfin, on n'a pas vraiment vu de. En général, quand il y a des deepfakes, c'est fait par des institutionnels sur le ton de l'humour plutôt. On voit par exemple comment il s'appelle, Nicolas Canteloup, qui fait des deepfakes de Macron ou de Didier Raoult, par exemple. Enfin, voilà, ça reste. En fait, les fakes, il y a pas besoin d'être technologique. Il suffit que vous publiez que vous publiez n'importe quoi, un petit texte qui dit vous vous rendez compte, c'est honteux. Je m'appelle Michael, je suis ingénieur chez Sanofi et je témoigne que on met des puces pour nous surveiller dans les vaccins pour nous les injecter. Il suffirait que quelqu'un écrive ce texte sur Facebook, c'est totalement faux. Ça ne sort de nulle part, il y a besoin d'aucun objet technologique, aucun deepfake, aucun je sais pas quoi, mais n'empêche que ça marchera, ça sera retweeté, enfin ça sera partagé, retweeté des dizaines de fois, centaines de fois, milliers de fois, que sais-je. Et en fait, il y a juste pas besoin d'aller autant dans la technologie. Du moment que vous publiez quelque chose que les gens attendent et qu'ils ont envie de croire et qu'ils ont envie de partager, ça marche. Pas Oui, besoin de s'embêter, hein. je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est pour ça que moi, l'inquiétude, vis-à-vis du deepfake, en fait, pour diffuser une fausse information, ça prend vraiment, quelques secondes. Il suffit de faire une fausse capture de tweet. Il y a même des générateurs de faux tweets de Donald Trump. Enfin, pourquoi s'emmerder à utiliser des enfin, ça nécessite une compétence de faire des deepfakes et donc, Mmh. on a les mêmes résultats. C'est un peu quand les gens quand on peut dire que pour déclencher une guerre, est-ce qu'on a besoin d'envoyer des avions, sur, les World Trade Center comme le sous-entendent, certaines personnes, alors que par ailleurs, on voit qu'il suffit d'un faux témoignage devant, une assemblée politique pour déclencher la même guerre quelques années plus tôt. C'est Bah vraiment oui, une comme question de l'affaire des couveuses, oui, bah oui, ça comme s'est vu. l'affaire des couveuses. Et donc, on est vraiment face à ça, c'est que la grande peur qu'il y a eu que les gens tombent dans les deepfakes a occulté le fait que ils tombent, enfin, que les raisons pour lesquelles on va tomber dans le fake, ça va être juste des biais de confirmation ou une évolution vers ce qu'on a appelé l'ère de la post-vérité, c'est-à-dire un autre régime de vérité. C'est juste ça qui va motiver l'adhésion des gens à un fake. Il n'y a pas forcément besoin que le fake soit crédible au sens de son aspect. Il faut qu'il soit séduisant et qu'il soit crédible selon les valeurs de la personne. L'idée qui est derrière ce qu'on appelle la post-vérité, c'est quand même quelque chose sur lequel il faut revenir, c'est que j'estime vrai, non pas ce qui est étayé par des faits, mais ce qui pourrait arriver. Si je dis, là, au moment où je vous parle, il y a un attentat qui a lieu à Paris, il y a des gens qui vont dire: «Ah bon? C'est vrai? Tu sûr? C'est quoi tes sources?» Et d'autres vont dire: «Bah, peu importe que ce soit vrai ou non, puisque un attentat pourrait avoir lieu à Paris. Nous sommes dans un contexte qui fait que cet événement pourrait avoir lieu» et l'information, même si elle est fausse, mérite d'être partagée parce qu'elle, elle entretient une vigilance par rapport à un état d'urgence, qui est le nôtre. C'était la On est réflexion sur Notre-Dame, hein, par exemple, pendant l'incendie de Notre-Dame, les gens disaient: «Bah oui, c'est une période d'attentat, donc c'est forcément un attentat». Il y avait des gens, c'était vraiment leur réflexion là-dessus. Mais là où je veux en venir, c'est que finalement, même si on prouve que ça n'est pas un attentat, et même qu'on a vraiment les preuves définitives de ce qui est arrivé et que ce n'est pas un attentat, les gens diront: «Mais peu importe, je n'ai pas à corriger mon information puisque l'essence de mon information, c'est-à-dire le fait que l'événement aurait pu se produire, heu, c'est pour moi la valeur de vérité. C'est ça mon régime de vérité». Et beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens sont rentrés
ces dernières années, dans ce régime de vérité, la valeur de la preuve par les faits ça a perdu sa valeur. Et c'est aussi pour ça que donc, les fake news se dispersent très facilement, et j'ai l'impression qu'elles se dispersent de plus en plus vite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si j'apporte un debunking, un fact-checking vraiment étayé sur une information qui est rentrée en circulation, on pourra très bien me dire, mais peu importe que ce qu'on ait colporté est faux, puisque ça pourrait être vrai. Et donc, on perd la partie là-dessus. Et je pense que, pour revenir là on était, donc les deepfakes, le deepfake est presque un outil superflu dès lors que la crédibilité et la plausibilité d'un événement, elle est plus à analyser à l'aune des valeurs de ceux qui la colportent et non pas de celui qui la produit. Alors, c'est vrai qu'il y avait aussi beaucoup de fantasmes autour de l'intelligence artificielle. Le problème qui s'est posé avec l'intelligence artificielle, alors je crois que c'était un laboratoire affilié à Microsoft qui a créé une intelligence artificielle qui puisse détecter les fake news, mais quasiment instantanément, ils se sont rendus compte qu'avec la même intelligence artificielle, puisqu'ils arrivaient à détecter des fake news, ils pouvaient en générer aussi. Donc finalement, ce qui pouvait s'avérer une solution est à la fois le problème et la solution en même temps. Alors, on a eu une question dans le chat, toujours sur les choses mises en place pour lutter contre les fake news. La fameuse loi fake news qui devait être lancée par le gouvernement, je pense qu'elle est toujours, elle n'est pas encore validée. Je pense qu'elle a été votée au gouvernement, mais il n'y a pas eu, enfin, au Parlement, mais il n'y a pas eu les décrets. Donc, elle n'est pas encore en vigueur, me semble-t-il. Et par contre, ce qui a fait plus jaser, ça a été cette tentative donc, du gouvernement de créer une page web dédiée justement à un peu pas dire la vérité, mais en tout cas dire qu'est-ce qui était fiable ou pas. Elle a fait un peu la polémique. Donc, j'aurais besoin d'avoir un peu votre avis, toi, Florian, en tant que journaliste, sur cette initiative. Moi, je suis doublement concerné. Parce que c'était des contenus journalistiques qui étaient mis en avant. Et toi, Sylvain, en tant que vulgarisateur, voilà, sans entrer dans la polémique, de votre point de vue, est-ce que c'était une initiative louable, maladroite? Moi, comme je te dis, j'ai été doublement concerné parce que ils ont sélectionné, donc ils sélectionnaient les fils le feed de fact-checking je crois il y avait Le Monde et donc il y avait Libération pour lequel je travaille en ce moment. Et donc mes articles étaient relayés sur cette page. Alors leurs critères pour sélectionner les journaux, c'était des journaux qui ont un service dédié au fact-checking depuis plus de 2 ans. Et donc, ils en ont sélectionné 5, mais d'autres pouvaient postuler. Et donc, ça a soulevé pas mal de questions parce qu'il y a plein de journalistes qui font du fact-checking sans être et qui font un travail au quotidien de fact-checking dans leur rédaction, mais sans qu'il y ait un service dédié. On peut regarder par exemple ce que fait le Figaro Santé. Ils ont des journalistes dont l'essentiel de la production va être une critique des fausses informations en cours, mais ils sont intégrés, ils sont harmonieusement intégrés au dispositif. Moi, en 2013, 2013, j'avais créé pour le magazine de la santé une rubrique dédiée au fact-checking santé. C'est la première rubrique de fact-checking scientifique francophone à ma connaissance. On n'aurait pas été intégré là-dedans parce que c'était une rubrique dans une rédaction qui contenait déjà pas beaucoup de journalistes. Donc les critères de sélection étaient un peu surprenants. Et puis surtout, on peut se demander s'il n'y aurait pas eu du caviardage dès lors qu'un certain nombre de nos fact-checking concernaient des fausses informations, des informations douteuses transmises par le gouvernement. Là, récemment, j'ai fait un papier sur un visuel qui est complètement faux, qui est diffusé sur le site du ministère de la Santé. Comment est-ce qu'ils auraient fait? Est-ce qu'ils auraient, sur le site gouvernemental, diffusé un truc en disant « Attention, le ministère de la Santé diffuse du faux ». Donc, on voit bien que ça ne tient pas la route et que de toute façon, ça ne peut pas être un gouvernement en période de crise, un gouvernement qui est extrêmement contesté sur sa gestion, un gouvernement qui est accusé de produire des éléments de langage et qui sont en permanence disséqués par des journalistes. Enfin, finalement, moi, je me sentais décrédibilisé dans mon travail. C'est un peu ce qu'on dit si on vous donne une médaille, si un gouvernement vous donne une médaille pour votre travail journalistique, c'est que vous avez mal fait votre travail. Et bien là, c'était un peu la situation, quoi. Comment ça, mes articles vont se retrouver dans un fil validé par le gouvernement alors que je critique le gouvernement? Ça veut dire que je ne suis pas dangereux? Alors, il semblerait qu'ils caviardaient déjà, ils sélectionnaient, ce n'était pas juste tout ce qui était dans le fil fake news. Il semblerait qu'il y ait quelques articles qui critiquaient la communication du gouvernement qui avaient
étrangement, n'avait pas passé le système qui était probablement présupposé automatique. Donc voilà, enfin, bref, pour moi, c'était ni fait ni à faire, quoi. Et toi, Sylvain? Alors, sur la question déjà de la loi fake news, elle a bien été promulguée, hein, en décembre 2018. Donc, après, je sais qu'il y avait eu d'autres projets pour aller plus loin, mais ce qu'on appelle la loi fake news, c'est la loi, contre la manipulation de l'information et c'est la loi qui qui permet en fait de limiter l'influence de certains médias, d'influence étrangère, comme RT ou Sputnik, hein, notamment puisque c'est eux qui sont en fait, visés indirectement par la loi dans les mois précédant un scrutin. En fait, son influence est très, très limitée à la loi contre les fake news, elle sert quasiment à rien, hein, il faut le dire en fait. Elle vise des cas très, très restrictifs qui, je sais même pas si ça a vraiment pu entrer en application d'une façon, effective ou si en tout cas ça sert à quelque chose. Elle existe et elle a bien été promulguée depuis 2018 mais bon, ça n'empêchera pas les fake news de se répandre. Et puis, voilà, on sait effectivement qu'il y a il y a des acteurs institutionnels de la fausse information. Donc, bon, RT et Sputnik, c'est un peu spécial parce ils sont affichés comme tels, en fait. Ce sont des instruments d'influence de l'opinion publique étrangère. RT et Sputnik, c'est quasiment pas. Enfin, en russe, moi, je suis locuteur, enfin, je parle un peu russe. Et c'est vrai que quand je regarde des informations en Russie, c'est pas vraiment RT et Sputnik qui sont regardés par des Russes, en fait. Ce sont des médias qui sont à destination de l'étranger, comme France 24, par exemple, qui est fait par la France et à destination de l'étranger. En fait, c'est géré par le groupe Sivodnia Rassia, qui est un groupe en fait qui est géré directement par le Kremlin et qui sert à influencer l'opinion publique étrangère. C'est son but affiché en fait. Il n'y a pas de secret par rapport à ça. Il n'y a pas de complot. Voilà, c'est juste un instrument de soft power par l'information, comme beaucoup de pays font. Voilà. Après, comme je le dis, cette loi fake news, voilà, elle n'arrangera pas les choses. Après, si on veut aller plus loin, c'est ce que je disais tout à l'heure, on risque de tomber dans des dérives, je vais utiliser un mot un petit peu fort, mais des dérives un peu dictatoriales, disons, des dérives en tout cas contre les libertés individuelles qui sont pas forcément souhaitables. Heu, voilà, après, je vois pas comment on peut, à part avec des algorithmes prédictifs totalement pétés comme sur Facebook, comment on peut vraiment réussir à gérer ce problème-là sur une information qui est totalement horizontale sur des milliards de gens, comme je disais tout à l'heure? Je vois pas, je vois que ça a été aussi une des préoccupations dans les questions, une personne qui demandait les problèmes que ça peut occasionner sur la liberté d'expression d'agir contre les fake news. En fait, la véritable façon d'agir, de la meilleure des façons, de mon point de vue et du point de vue de beaucoup de fact-checkers, je pense, c'est déjà de prime abord par l'éducation. Il faut que le filtre ne soit non pas confié, le filtre de l'information, non pas confié au gouvernement, non pas confié à un algorithme, mais plutôt confié en fait, voilà, au cerveau de chaque personne. Et ça serait un but déjà beaucoup plus noble et qui permettrait de garantir un petit peu les libertés dans l'avenir. Parce que c'est bien joli tout ça, mais voilà, on a vu émerger quand même sur le site du gouvernement d'informations sur le Covid, on a vu émerger des pages de fact-checking, ce qui a scandalisé un syndicat de journalistes, je crois, qui ont fait une tribune dessus pour dénoncer ça, parce qu'en disant que c'était pas le boulot du gouvernement de démonter les fausses informations et de décréter quelle était la vérité. Euh, donc effectivement, si on instaure alors là, on est dans un régime, voilà, libéral politiquement, en tout cas, qui, on va dire, ne part pas dans des dérives complètement folles dans les fake news, en tout cas, dans le domaine des fake news. Donc, ils vont mettre en place des outils pour contrôler l'information, pour dire qu'est-ce que c'est la bonne information, la mauvaise information. Mais après, qu'est-ce qui se passe si jamais c'est un gouvernement qui vient au pouvoir et qui a une version totalement biaisée de la réalité et qui veut imposer sa version de la vérité? Voilà, on a le problème si jamais plus tard un gouvernement de cette nature-là arrive. Donc, il ne faut pas mettre en place des outils trop exagérés au niveau des fake news. Voilà. Après, la loi fake news qui existe pour l'instant, elle me dérange pas en soi. Et pourquoi pas, mais je pense pas qu'elle serve à grand-chose en tout cas.
Ouais, J'aimerais sachant juste. qu'en plus, attends, Vas-y, juste, pardon. Oh, je t'en je prie, te rends la parole. Sachant qu'en prends-la. plus, on l'avait vu dans la précédente conférence sur la captologie, les fake news sont en adéquation quasiment parfaite avec le modèle économique des plateformes. Donc les fake news, c'est pas qu'un problème politique ou c'est pas qu'un problème sociétal, c'est aussi un problème économique et c'est un générateur de bénéfices. Bien sûr. Et c'est aussi pour ça qu'elles ont un bel avenir, c'est que tant qu'elles rapporteront de l'argent et tant qu'elles permettront de générer de la donnée personnelle et qu'elles permettront de capter de l'attention, elles se diffuseront. Je te repasse la parole tout de suite. Florian, comme on approche de la fin, juste la petite question un peu boule de cristal. À votre avis, si quelque chose, voilà, si vous deviez essayer de voir qu'est-ce qui pourrait se passer en matière de fake news dans, je sais pas, dans la campagne américaine ou un peu plus tard, voilà, à votre avis, qu'est-ce qu'on pourrait essayer d'anticiper dans le domaine? Voilà, chacun essayer de sortir un peu, de nous faire peut-être pas une prévision, mais en tout cas une petite prédiction sur, de votre point de vue, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre dans les mois, les années à venir en matière de fake? Voilà, ce sera un peu la question de la fin pour chacun d'entre vous. Et donc, Florian, je te laisse rebondir Alors, bah, avant que tu répondes toi-même à la question. ici, bah, en fait, je rebondissais et ça va me faire une transition peut-être sur cette question. Parmi les choses que j'ai vu émerger pendant la crise, il y a une chose originale. C'est une initiative qui est celle d'un groupe de journalistes qui s'appelait le Journaliste Solidaire. Et ils ont lancé un projet qui est assez intéressant. On parlait justement des algorithmes de détection des fake news tout à l'heure. Et eux, ils essayent de développer, alors ce n'est pas le cœur de leur métier, mais enfin de leur projet, mais c'est l'un des éléments de leur projet, de développer un algorithme qui essaye de prédire quelle fake news va avoir du succès. Donc, repérer une fake news, c'est une chose, mais si tu mets 12 fake news dans leur algorithme, lequel va connaître, enfin, va, va être colporter le plus, quoi. Pour leur objectif, c'est de savoir sur quoi mettre leur énergie. C'est effectivement chaque jour, tous les matins, quand je regarde les questions qui sont posées au service Check News de Libération, on voit que beaucoup de gens disent: «Ah, j'ai vu passer ci, j'ai vu passer ça». Nous, enfin, on reçoit vraiment des dizaines et des dizaines de questions chaque jour. L'une des façons de faire, c'est si beaucoup de personnes différentes nous posent la même question, on se dit que c'est quelque chose qui est en train de d'émerger. Mais bon, voilà, il n'y a aucune garantie que ça fasse réellement du ramdam, quoi. Et donc, l'idée de créer des algorithmes de détection du succès des fakes, moi, je pense que c'est une très, très belle idée qui mériterait d'être suivie et d'être encouragée. Concernant les élections à venir et puis enfin, l'avenir du fake en général, tout à l'heure, on parlait des deepfakes, moi, il y a un truc que j'aimerais dire dessus, c'est que je pense que le deepfake va pas être une arme pour produire du faux, mais une arme pour dédouaner, le vrai. C'est-à-dire que si demain j'arrive à mettre la main sur un enregistrement authentique d'un homme politique qui dit quelque chose qu'il ne devrait pas dire, on pourra facilement, m'objecter il pourra facilement m'objecter que ceci n'est pas authentique. Et je pense qu'en fait il y a beaucoup plus de dangers dans le développement des deepfakes et des deep voice et autres, dans le poids que vont avoir les preuves que vont amener les fact-checkers que l'inverse, ouais, ce qu'on a vécu. Mmh. Après, voilà, je laisse la parole à Sylvain pour le tour de boule de cristal. Oui, bah, pour ce qui est un petit tour de prospective, oui, on voit arriver bien sûr les élections américaines qui vont être très tendues. On a déjà beaucoup, beaucoup de fake news qui commencent à tomber sur Joe Biden, sur, les démocrates, pédosataniques, voilà, puisque, sur toutes les théories du complot qui tournent autour de QAnon, qui serait un espèce de voilà, Q serait un espèce de prophète anonyme, des forums internet, forums de 4chan ou de 8chan, je sais plus, qui donne des prédictions sur le futur de la politique américaine. Du coup, voilà, on a des tas de fakes déjà c'est un bouillon de culture de fake là-bas hein, aux États-Unis. Donc, moi, je pense que c'est un espèce de laboratoire de l'avenir, comme d'habitude, ce qui se passe aux États-Unis, ça revient un petit peu avec quelques années de retard après chez nous. Et, et je pense que ça sera très intéressant d'observer ce qui va se passer là-bas dans les mois à venir pendant les élections, effectivement, pour avoir une idée de ce qui nous attend. Parce qu'on voit déjà qu'il y a une polarisation politique énorme aux États-Unis. Soit vous êtes
vous démocrates, vous allez complètement mépriser tout le reste de la population, que vous allez traiter de redneck. De l'autre côté, vous êtes pro-Trump, vous allez traiter les démocrates de gauchistes pédosataniques. Voilà, il y a une espèce de polarisation. Enfin, c'est fou, quoi. Maintenant, on voit les gens qui portent des masques qui se font insulter dans la rue par des gens qui sont pro-Trump, parce que si vous portez un masque pour le coronavirus, ça veut dire que vous êtes démocrate. Parce que tous les pro-Trump ne portent pas de masque. Et enfin, ça devient complètement n'importe quoi. On est autour d'une espèce de, voilà, c'est un discours politique très très polarisé. On voit que chez nous, ça se polarise aussi. Enfin, en tout cas, j'ai ce sentiment. Peut-être que ça a toujours été polarisé comme ça. Je sais pas. Moi, j'ai l'impression que c'est beaucoup moins, enfin, que c'est encore moins nuancé qu'avant toutes ces questions politiques. Et ça va être voilà, ça va être très intéressant de voir ce qui va se passer. On commence à voir quand même des choses qui arrivent dans la réalité qu'on pensait qui se passeraient que sur internet, hein. Des gens qui font des manifestations sur les complots pédosataniques de Bill Gates qui veut nous implanter des vaccins en nous contrôlant avec les antennes 5G, des trucs qu'on croyait voir que sur internet, voilà, des conventions de gens qui croient à la Terre plate aussi. Enfin, tout ça, ça arrive dans la réalité par des manifestations de gens qui sont réels, avec des vraies pancartes qui manifestent dans la rue. Et ça va se voir de plus en plus, je pense, dans le futur. Les gens vont avoir des revendications qui se basent sur des choses complètement fausses. Il y a un sondage qui est sorti il y a quelques jours, peut-être hier, et qui montre qu'en fait, selon les gens aux États-Unis qui adhèrent le plus à l'efficacité de l'hydroxychloroquine, de l'hydroxychloroquine, ça serait les gens qui regardent Fox News. Et que selon les médias qu'ils regardent, là, les gens sont moins enclins à postuler que c'est évidemment efficace. Et donc, je pense que quand tu as un média comme Fox News qui produit une musique pour un certain auditoire, cet auditoire va essaimer ses hypothèses auprès de personnes qui ne regardent pas Fox News, qui eux-mêmes vont. Et donc, il va y avoir un phénomène de contamination qu'il va falloir observer. Et en France, est-ce qu'on n'a pas des Breitbart, des Fox News qui sont en train d'émerger, des anciens titres de presse qui sont un peu tombés à l'abandon et qui… En fait, là, il y a beaucoup de titres de presse qui vont devenir, par des jeux de rachat, des coquilles vides dans lesquelles il n'y aura pas de journalistes, mais dans lesquelles il y aura juste de la traduction de contenu étranger, juste du contenu bien traduit. Quand on va acheter des titres de presse, je sais pas moi, Science et Vie ou des choses comme ça, les journalistes, il y en a presque plus et il va y en pas plus y en avoir parce que l'objectif, c'est d'être rentable sur une marque qui est le titre de presse. Et donc, on va se retrouver avec voilà, des journaux qui sont identifiés comme légitimes, qui vont colporter des choses qui sont venues d'ailleurs, qui ont été vérifiées par personne. Et donc, ça va infuser, ça va essaimer. On va avoir ces phénomènes, le phénomène que j'écrivais avec Fox News qui infuse, qu'on va observer aussi. Et ça, il faudrait d'ores et déjà anticiper ces dynamiques. Mais tu me fais signe que nous sommes à la fin nous en reparlerons une autre fois. Voilà. Oui, de toute façon, on n'avait pas beaucoup de temps en une heure. Bon, moi, je vais faire un peu le mot de la fin avec ma petite prédiction à moi aussi. Je pense qu'on n'a pas eu le temps d'en parler, mais il y avait aussi toute la problématique des bulles de filtre. Je pense aussi qu'il va y avoir le problème que quand on est sur Twitter, sur Facebook, sur YouTube, on s'expose quand même malgré tout à la contradiction. Mais si massivement les gens se déplacent pour échanger l'information et la diffuser sur les boucles, qu'elles soient Telegram, WhatsApp, TikTok, etc., il y a quand même un risque que le phénomène des bulles de filtre et qu'on ne soit même plus du tout confronté à la contradiction, même quand on n'en a pas envie, même quand on n'a pas envie de l'écouter, que ça se renforce encore plus. Voilà. Bon, je pense on est arrivé au bout. C'était un sujet très, très long. On a essayé d'être synthétique et de faire ça à distance. Ça a plus tourné à la conversation, mais ce n'était pas plus mal, je trouve, que chacun qui exprime tel point, tel point, tel point. On a essayé aussi de répondre en même temps et pas à la fin, parce que comme on avait beaucoup de choses à dire, on savait très bien qu'on ne pourrait pas répondre à plein de questions du public à la fin du séminaire. Donc, on l'a fait tout du long pour essayer d'être un peu plus réactif. Je vous remercie vraiment beaucoup tous les deux. Et comme ça ne fait que commencer, je vous dis à bientôt pour d'autres conférences sur les fake news, le fake, la désinformation et surtout, ne l'oublions pas, la mésinformation, qui n'est pas la même chose que la désinformation.